Bonjour à tous, bienvenue au Paris Air Lab. Ici, on parle d'innovation, on parle de technologie, on parle de l'aérien, on parle de décarbonation. C'est ça ce qu'on vise ici, c'est comment l'innovation peut aider à décarboner l'aérien. Et voilà que commence une grande table ronde que je voudrais introduire en vous parlant de ce qui s'est passé les 5 derniers milliards d'années. Il y a 5 milliards d'années, la planète Terre est née, est apparue. Et au bout de ces 5 milliards d'années, au moment où nous nous trouvons actuellement, il y a une espèce qui domine cette planète Terre, c'est l'espèce humaine. Elle a conquis la Terre, elle a conquis la mer. Et pour ce qui nous concerne ici au Salon du Bourget, elle a conquis aussi le ciel et l'espace. Jamais les humains n'ont été aussi puissants, inventifs, créatifs. Jamais ils n'ont été aussi sachants. Jamais ils n'ont vécu aussi vieux. Seulement, ce progrès absolument considérable atteint aujourd'hui les limites de la planète et les limites de ce que la planète peut offrir. Alors, quelles sont les perspectives? Comment est-ce qu'on peut agir? Comment est-ce qu'on peut réagir face au changement climatique? Quel rôle l'innovation peut-elle jouer? L'innovation dont vous avez ici au Paris Air Lab le temple en ce qui concerne l'aéronautique. Alors, pour en parler, on a invité une personnalité exceptionnelle. Elle est paléoclimatologue, ce qui signifie qu'elle s'intéresse dans ses recherches scientifiques au climat aux âges passés. Elle est aussi directrice de recherche et elle est la coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC depuis 2015. Je vais vous expliquer exactement ce que cela signifie quand elle sera sur scène, et elle va monter maintenant sur scène. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, c'est Valérie Masson-Delmotte. Est-ce que vous voulez bien vous mettre? Bonjour Valérie Masson-Delmotte. Tenez, prenez un micro. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc, il faut expliquer ce que c'est que coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC. C'est quoi le GIEC? Donc, le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. C'est un organisme chargé de faire le point sur l'état des connaissances scientifiques, techniques, économiques, vis-à-vis de la compréhension du fonctionnement du climat, mais aussi vis-à-vis des risques, et enfin vis-à-vis et surtout des leviers d'action qui permettent de faire face à un climat qui change, l'adaptation, et qui permettent de limiter l'ampleur du changement climatique, donc par la baisse des émissions de gaz à effet de serre ou la décarbonation. Et donc le GIEC est chargé par les représentants de tous les pays de solliciter des scientifiques du monde entier qui passent en revue l'état des connaissances, qui le distillent, et qui en font des rapports qui sont eux-mêmes rendus aux représentants de tous les pays, qui participent en fait à la proposition de scientifiques pour les rédiger, qui participent à la relecture et à la fin qui approuvent ces rapports, leur résumé mot par mot et phrase par phrase. Et en fait, ce travail de coproduction permet d'avoir un socle scientifique commun reconnu par tous et même de séparer en fait ce constat scientifique des négociations internationales, par exemple sur le climat. Donc le GIEC, ce sont des milliers de chercheurs venus du monde entier, beaucoup des climatologues, mais pas seulement. Et ensemble, vous rassemblez toute la connaissance disponible sur le climat et vous faites des rapports. Il y en a notamment un qui tombe tous les 5 ans, je crois, et qui est la somme à chaque fois. On l'attend, c'est un peu la Bible et qui indique vraiment où est-ce que la planète se dirige en termes de climat. Oui, et en fait, pour ce cycle d'évaluation 2015-2023, on a rendu 3 rapports spéciaux. Un rapport sur 1,5 degré de réchauffement planétaire, à la demande de la COP21, qui se tenait d'ailleurs ici, et qui avait demandé aux scientifiques d'éclairer finalement ce qu'impliquerait de limiter le réchauffement à 1,5 degré par rapport à d'autres niveaux. On avait déjà montré que ce serait un défi sans précédent. Ensuite, un rapport sur l'océan et la cryosphère, tout ce qui est enneigé, englacé dans un climat qui change, qui a montré en fait nos dépendances, nos interdépendances avec les milieux naturels et les enjeux de résilience, les changements aussi inévitables à long terme. Un rapport spécial sur le changement climatique et l'utilisation des terres, avec les enjeux de sécurité alimentaire, de multiples attentes sur l'utilisation des terres, par exemple pour produire des carburants durables, pour préserver la biodiversité, stocker du carbone et puis nous nourrir également. Donc des défis multiples. Et enfin, 3 gros rapports, l'un sur la partie physique du climat que j'ai co-supervisé, l'un sur la partie risque, vulnérabilité, adaptation, et enfin l'un sur l'atténuation. Et tout ça a nourri un rapport de synthèse qu'on a finalisé en mars dernier, donc 100 pages de rapport de synthèse, 30 pages de résumé. Et derrière tout ça, c'est 85 000 publications scientifiques examinées de manière critique, 1000 scientifiques qui ont rédigé les rapports,
des milliers de contributeurs, des milliers de relecteurs. Et donc, c'est ça qui permet d'avoir à la fin ce socle scientifique de référence. Alors, vous avez remarqué qu'il y a des fauteuils autour de nous, parce que nous allons être rejoints. Les organisateurs ont eu l'excellente idée de demander à des jeunes et puis des moins jeunes de venir poser leurs questions directement à Valérie Masson-Delmotte. Et j'appelle donc Apolline, Mélissa, Thomas, Maxime à venir nous rejoindre. Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence. Est-ce qu'on commence avec toi, Maxime? Est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es? Bonjour à tous, moi je m'appelle Maxime Chaperon, je suis vraiment que je le colle comme ça. Ok. Donc Maxime Chaperon, je suis doctorant en optimisation à l'ONERA, donc qui est l'Office national d'études et de recherche en aérospatiale. Grossièrement, c'est un peu la NASA française. Et donc moi je me charge de l'optimisation aérodynamique. Donc j'aide en fait mes collègues à développer des nouvelles méthodologies pour permettre la conception d'avions et de turbomachines du futur, comme celle qu'on a présentée ici au fond de la salle. Et Maxime, on t'a vu, voilà, tu es là pour expliquer pas mal de choses et c'est super. Je vous conseille, Maxime, si vous voulez en savoir plus sur innovation et aéronautique. Apolline, dis-nous qui tu es. Bonjour, je m'appelle Apolline Volquin et je suis en 4e à Bois-le-Roi. Voilà, et alors je t'ai demandé qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard, du spatial, de l'aéronautique, du droit. D'accord, très bien, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Mélissa. Bonjour, alors moi je suis Mélissa, je suis apprentie en première année de Bac Pro avionique. Donc j'ai un contrat d'apprentissage avec la société Air France Industrie. Et puis en parallèle, je passe un Bac Pro avec le CFA de l'AFMAE. AFMAE, c'est le nom de ton centre de formation oui, d'apprentis, AFMAE, effectivement, qui est spécialisé dans les métiers de l'aérien. Voilà, c'est ça. Et ils vont se partager un micro. Voilà, merci beaucoup. Et Thomas. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Thomas. Je suis ipsalien, donc étudiant en 3e année à l'Institut Polytechnique des Sciences Avancées en aéronautique aérospatiale. Et voilà, donc je suis ici pour parler avec vous et échanger avec vous. Super, merci beaucoup. Alors, tu avais peut-être une première question, Apolline. Alors, juste la règle du jeu. On vous a demandé quelles étaient vos questions, vous les avez envoyées, on les a récupérées, et puis voilà, ensuite vous les posez. Il y avait une première question qui, je pense, lançait bien le débat. Depuis quand s'intéresse-t-on vraiment au changement climatique? Alors en fait, le premier rapport scientifique vis-à-vis de l'influence humaine sur le climat planétaire, c'est un rapport de l'Académie des sciences des États-Unis en 1979. Et depuis, en fait, les connaissances n'ont fait que s'affiner. Et à l'époque, donc à la fin des années 70, on avait déjà compris que la concentration en gaz à effet de serre augmentait dans l'atmosphère et que c'était la conséquence des activités humaines. On avait déjà des modèles de climat beaucoup moins avancés qu'aujourd'hui qui s'appuient sur la physique des fluides, la même physique que vous utilisez dans le secteur aérien, qui était beaucoup moins complet qu'aujourd'hui. On regardait surtout l'atmosphère, mais pas le lien avec l'océan, les glaces, les sols, la biosphère ou la chimie atmosphérique. Et sur la base des éléments disponibles, en fait, il y avait déjà l'idée que les activités humaines allaient contribuer à affecter le climat planétaire et ce qui aurait des conséquences majeures pour, disons, les conditions de vie. Et donc les connaissances scientifiques se sont affinées. Et par exemple, sur la partie fonctionnement physique du climat aujourd'hui, on mobilise un ensemble de sources de connaissances. On mobilise les climats passés, mais on mobilise aussi les observations, la compréhension des processus, toutes les boucles de rétroaction dans le fonctionnement du climat, de la modélisation du climat et du système Terre à l'échelle planétaire et à l'échelle régionale. Et c'est ça qui nous permet à la fois de donner sens à ce qui est observé et comprendre la rupture que représente l'influence humaine sur le climat planétaire. Ça nous permet aussi d'avoir une capacité d'anticipation, c'est-à-dire fournir à la société une évaluation de quelles seront les caractéristiques qui vont changer dans chaque région du monde pour pouvoir en tenir compte et s'y préparer. Et ça nous permet aussi d'éclairer les stratégies qui peuvent permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs d'activité. Et donc, au début, les sciences du climat, c'était surtout de la physique du système Terre. Et maintenant, on est sur des sciences du changement climatique, où on mobilise toutes les disciplines, le droit, la biologie, les sciences de l'ingénieur, l'économie, dans tous les domaines, l'agronomie, à la fois pour évaluer quelles sont les options d'action pour s'adapter à un climat qui change, et puis secteur d'activité par secteur d'activité, par exemple les transports, évaluer quelles sont les solutions qui ont été déjà testées, qui peuvent être déployées, et éclairer aussi le besoin de recherche de développement
pour créer des ruptures et permettre de décarboner des secteurs aujourd'hui difficiles à décarboner. Et donc ça s'appuie vraiment sur un ensemble de connaissances dans tous les champs disciplinaires. On est même capable aujourd'hui d'évaluer ce qu'ont permis de faire les politiques publiques. Par exemple, on sait aujourd'hui qu'on a pu éviter plusieurs milliards de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre chaque année dans le monde par des accords internationaux, mais aussi par des politiques publiques d'innovation qui, par exemple, ont rendu plus abordable la production d'électricité décarbonée, notamment photovoltaïque et éolien, les batteries qui permettent d'électrifier certaines mobilités, et donc dont les coûts ont baissé, les capacités installées ont augmenté, et on peut évaluer en fait ce que ça a permis d'éviter déjà. Et j'essaie de souligner ce côté-là, c'est-à-dire on n'est pas dans une situation où on produit des connaissances, on est dans une situation où les sociétés partout dans le monde observent ce climat qui change, réagissent, anticipent, et donc on peut aussi mesurer finalement ce qu'on peut gagner en termes d'émissions de gaz à effet de serre évitées. C'est pas encore suffisant, mais ça avance. Et on peut aussi mesurer l'efficacité des actions d'adaptation qui avancent, mais qui ne sont pas non plus suffisantes. On voit bien là, par exemple, que la conception de ce type de bâtiment n'est pas adaptée pour des conditions de température du mois de juin de la région parisienne du climat de 2023. Alors, on a une diapositive à votre disposition. Hein, si vous avez envie de la lancer, c'est toujours possible. Hein. Quand on va passer au futur, très bien. Alors, on avait d'abord parlé de où en est le changement climatique aujourd'hui. Est-ce que pour vous, on peut passer directement au futur possible ou est-ce que vous voulez faire un point supplémentaire là-dessus là ? Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on en est au niveau planétaire à 1,15 degré de réchauffement sur la dernière décennie par rapport à la fin du 19e siècle. Un réchauffement qui est plus prononcé au-dessus des continents que la moyenne planétaire. Hein. En France, c'est plutôt 1,9 degré par rapport à une moyenne planétaire d'1,15 degré, qui se manifeste aussi par une accélération du rythme de montée du niveau de la mer, donc des enjeux considérables pour le littoral, une intensification d'événements extrêmes, donc moins d'extrêmes froids, plus d'extrêmes chauds, plus de pluies extrêmes, une intensification des sécheresses agricoles dans de nombreuses régions. Et donc, en fait, on est dans la situation où chaque région est affectée par ces caractéristiques qui sont dues à l'influence humaine sur le climat planétaire. Et après, la chose super importante à retenir, c'est que l'évolution future du climat, elle n'est pas jouée. Elle n'est pas jouée, elle dépend vraiment des émissions à venir de gaz à effet de serre. Si on mettait tout à zéro, ce qui serait une catastrophe pour l'humanité en fait, hein, mais dans une vue de l'esprit, si on mettait tout à zéro en termes d'émissions de particules, de gaz à effet de serre, il n'y aurait quasiment pas de réchauffement supplémentaire à venir. Il y aurait une montée inéluctable du niveau de la mer, hein, le temps d'ajustement des glaciers, de l'océan, du Groenland, de l'Antarctique. Et donc la chose importante à retenir, c'est que le réchauffement futur va dépendre des émissions de gaz à effet de serre qu'on émet maintenant et par la suite. Donc on a cette capacité d'action qui est importante. On a une capacité d'action qui est importante. Bon, est-ce qu'on passerait au futur possible alors, Valérie Masson-Delmotte j'ai envie de vous laisser faire... dire ce que vous avez à dire sur cette question des futurs possibles en lançant la diapositive. Ouais, du coup, exactement. voilà, on va lancer la diapositive parce que vous êtes venu avec ça. Elle résume beaucoup de choses, hein, avec des couleurs qui sont très parlantes. Oui, donc en fait, les couleurs, c'est le code barre du réchauffement planétaire. C'est disponible pour chaque région du monde, même pour différentes villes. Il y a une initiative de l'Organisation météorologique mondiale qui rend accessible cette visualisation un petit peu simplifiée. Donc ça illustre le réchauffement à l'échelle planétaire jusqu'à 2020. Et après, les bandes de couleurs futures, c'est des futurs possibles. Donc la bonne nouvelle, c'est que la bande du haut, des émissions de gaz à effet de serre très élevées, ça s'appuie sur des scénarios extrêmement intensifs d'utilisation d'énergie fossile. Alors quand vous parlez des bandes, c'est les bandes qui sont sur la droite. Exactement. Donc il y a la bande où c'est écrit très élevé. Aujourd'hui, quand on émet beaucoup de gaz à effet de serre, à la fin ça devient tout noir. Alors aujourd'hui, on Donc, considère que ce scénario-là et l'évolution du climat qui correspond est moins plausible. Si on regarde les politiques publiques actuellement mises en œuvre dans le monde et qu'on les extrapole, on serait plutôt sur la partie du milieu, vous voyez, intermédiaire. Intermédiaire, c'est nous. Donc des émissions qui baissent dans une vingtaine de pays, comme en France, qui continuent à baisser, qui montent dans certains pays en développement, certains pays émergents, donc qui stagnent au niveau mondial quelques décennies avant de baisser lentement. Donc si on a ce type d'action sans sursaut, sans ambition plus efficace, plus rapide, en fait, on aurait un réchauffement planétaire qui dépasserait 1,5 degré entre 2030 et 2035,
2 degrés autour de 2050 et on serait proche de 3 degrés en fin de siècle. Donc c'est ça, 3 par degrés exemple, en fin de siècle en moyenne mondiale. planétaire. Donc c'est ça qui nourrit Avec le la niveau réflexion. intermédiaire, hein. Voilà. C'est ça qui nourrit, par exemple, la réflexion de la France sur une trame de référence pour l'adaptation, parce que cela voudrait dire en France 3 degrés autour de 2050, 4 degrés en fin de siècle. Et pour donner une image, 2022, ça a été l'année la plus chaude enregistrée en France. Ça voudrait dire qu'une année comme 2022, autour de 2050, ne serait pas le record, mais l'année moyenne. Et donc, c'est important d'anticiper et se préparer à des années comme 2022 de plus en plus fréquentes et puis des années avec des caractéristiques encore plus intenses. Voilà. Et par contre, on peut aussi gagner. C'est-à-dire que si on baisse fortement les émissions de gaz à effet de serre de plusieurs pourcents chaque année, dans ce cas-là, en fait, vous voyez qu'on a un réchauffement qui se poursuit mais qui se ralentit. Et si on arrive à avoir des émissions mondiales de CO2 égales à zéro net, c'est-à-dire que les activités humaines soient décarbonées et s'il y a des émissions résiduelles, on peut les contrebalancer par des éliminations. Dans ce cas-là, on peut arriver à stabiliser le niveau de réchauffement planétaire. Typiquement, au bout d'une vingtaine d'années, ce serait discernable après une très forte baisse qu'on aurait engagée. Et donc, ça illustre en donc, fait... si on résume, Ouais. alors, parce qu'il y a beaucoup d'informations dans tout ce que vous dites, hein, mais vous le dites avec un sourire. Alors, donc je me demande, donc, vous avez un message d'espoir quand même, vous êtes en train de dire, on peut y arriver, mais vous dites 3 degrés en 2050, 4 degrés en 2100 en France. Voilà, on a du mal à se représenter ce que ça signifie ailleurs aussi, parce que nous, on est peut-être des pays riches qui pouvons... on peut s'adapter, quoi. On a de l'argent pour isoler nos maisons, pour faire ce genre de choses-là. J'imagine qu'ailleurs, c'est En fait, difficile. on est sur des enjeux où chaque incrément de réchauffement supplémentaire va exacerber un certain nombre de risques. Donc, dans ces risques, on a des risques de sécurité d'approvisionnement en eau, notamment dans les régions sèches. On a des risques pour la sécurité alimentaire, notamment parce que des conditions plus chaudes, plus sèches vont saper les rendements agricoles. Et avec une population mondiale qui augmente, on est vraiment sur une situation tendue, avec une dimension extrêmement importante. Des enjeux pour la préservation des autres formes de vie sur Terre et en mer. On estime en fait entre un monde 1,5 degré plus chaud et 3 degrés plus chaud, on risque d'avoir une perte de biodiversité multipliée par 10. Ça, c'est le nombre d'espèces perdues, Voilà. ou c'est le nombre d'individus perdus? C'est en fait les espèces qui seront exposées à des conditions dangereuses telles que la survie de l'espèce est menacée. Donc vous dites qu'on va diviser par 10 le Non. nombre... Non, pardon. Je dis qu'entre un monde 1,5 degré plus chaud et 3 degrés plus chaud, ce risque est multiplié par 10. On a déjà aujourd'hui une dégradation d'écosystèmes, les récifs de coraux tropicaux, les gorgones en Méditerranée avec les vagues de chaleur. Les forêts en France dépérissent. On a eu un doublement de la mortalité d'arbres d'une décennie à l'autre, et même le puits de carbone lié à l'accroissement de la forêt française a été divisé par 2 en une décennie. Donc on voit bien Alors ça, en il faut fait... bien expliquer qu'est-ce que c'est qu'un puits de carbone. Un puits de carbone, c'est un système, si je puis dire, qui est capable d'absorber le CO2 qui est dans l'atmosphère et qui nous pose tant de problèmes pour le climat. Donc on veut des puits de carbone. Et vous êtes en train de dire que quand on fait pousser des arbres en France aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe en France, c'est que depuis le 19e siècle, il y a eu une tendance à l'accroissement des forêts. Donc, en fait, ça augmente le stockage de carbone sous forme de plantes, de carbone dans les sols. Et donc, c'est un puits net de carbone. Ce n'est pas une réponse naturelle de la végétation, c'est notre gestion des forêts, leur accroissement qui a construit un puits de carbone. Et on misait, par exemple, dans la stratégie nationale bas carbone de la France, sur une capacité de ce puits de carbone qui augmente à absorber à peu près 7% de nos émissions de gaz à effet de serre chaque année. La réalité, c'est que c'est déjà 2 fois moins que cela, parce qu'avec des conditions plus chaudes et plus sèches, on a des essences d'arbres qui ne sont pas adaptées, donc une augmentation de la mortalité d'arbres, de dépérissement de forêt, et ça illustre à quel point les conditions climatiques affectent les autres formes de vie, notamment le fonctionnement des forêts. Donc, est-ce qu'on pourrait redonner de la vigueur à ces forêts en plantant des arbres plus adaptés aux nouvelles températures? Alors, en fait, dans tous les domaines, ce que l'on voit, c'est qu'on a des limites aux capacités d'adaptation. Et donc, les limites, c'est par exemple la quantité d'eau disponible ou les conditions de température pour différentes essences. Donc, en ce moment, les forestiers expérimentent. Ils vont chercher des essences plus au sud. Ils essaient de diversifier les forêts, mais la contrepartie, c'est qu'on aura probablement des forêts moins productives, mais plus résilientes, plus diversifiées. Et on a aussi des limites dures, et c'est le point que je voulais mentionner sur les climats futurs. Donc, une limite dure, par exemple, c'est la quantité d'eau disponible dans un climat plus chaud. Donc, un climat plus chaud, c'est un climat où le cycle de l'eau est plus intense, mais plus variable.
donc plus de saisons et d'événements très humides et très secs. Le fait que l'enneigement recule, par degré de réchauffement, on perd un mois d'enneigement à 1500 mètres dans les arbres, on a un recul des glaciers. Ça va enlever une capacité de déstocker de l'eau en été, qui aurait été accumulée en hiver, hein, c'est ce que font le manteau neigeux et les glaciers. Donc on aura moins de débit d'eau, des cours d'eau alimentés par les régions de montagne, et ça va être une limite dure pour l'eau disponible dans les cours d'eau, pour l'industrie, pour les villes ou pour l'agriculture, dans quelques décennies. Voilà. Et donc c'est pour ça en fait que quand je parle d'enjeux de transformation, c'est qu'on va avoir des limites dures. Quantité d'eau, conditions de température pour certains rendements agricoles, pour certains écosystèmes, des limites dures parce que le niveau de la mer qui monte, ça va obliger à gérer autrement le littoral, donc avec des enjeux de relocalisation. Hein, on ne pourra pas tout protéger par des ouvrages en dur. Donc ça, c'est des limites dures dans lesquelles on va devoir opérer, mais on a aussi des leviers d'action en termes d'adaptation dans tous les secteurs d'activité, à condition de l'anticiper. Il y aura un coût et il y aura aussi des pertes et des dommages. Alors, on a nos étudiants jeunes avec nous. Maxime, est-ce que tu voudrais... Thomas, pardon, excuse-moi. Oh là, ça y est, c'est parti. Thomas, est-ce que tu avais peut-être une interrogation pour Valérie Masson-Delmotte? Oui, effectivement, au sein de l'aéronautique, parce qu'on parle beaucoup de décarboner l'aéronautique, etc., en ce moment même. Mais quelle est concrètement cette part de l'aéronautique au sein de toutes ces émissions de gaz à effet de serre, etc. Alors, quand on regarde aujourd'hui sur à peu près les 60 milliards de tonnes de gaz à effet de serre en CO2 équivalent qu'on met dans l'atmosphère chaque année, donc il y a deux effets. C'est global. Hein, global, tout secteur, au niveau mondial. 60 milliards de tonnes équivalent CO2. Voilà, donc 40 pour le CO2 et le reste pour les autres gaz à effet de serre. Donc la part pour le CO2 du secteur aérien, donc aviation interne, aviation internationale, c'est à peu près 2,4%. Et c'est 2 tiers les liaisons internationales et 1 tiers les liaisons domestiques, pour faire simple. Mais les avions, aujourd'hui, n'émettent pas que du CO2. Ils émettent également des particules, de la vapeur d'eau, ça conduit à former des NOx dans l'atmosphère, mais aussi des traînées de condensation. C'est les oxydes d'azote. Voilà. Oxydes d'azote. Et donc, ces composés autres, liés aux résidus de combustion, en fait, ont un effet net réchauffant, notamment par la formation des traînées d'avions que l'on voit à proximité des aéroports. Et on estime que cet effet non CO2 est peut-être 2 à 3 fois plus important que l'effet CO2 sur l'effet net du secteur aérien sur le bilan d'énergie de la Terre aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'on se focalise sur le secteur aérien? Donc, en fait, dans le monde, le premier secteur qui pèse le plus, c'est l'industrie. L'industrie et sa consommation d'énergie fossile, tirée à la hausse par le besoin de matériaux de base dans le monde. Mais le deuxième secteur qui pèse le plus, ça va être le secteur des transports dans le monde, pour lequel le secteur aérien joue. Et enfin, la dernière chose, c'est que si on regarde la tendance avant la pandémie, 2010-2019, le secteur aérien est celui dont les émissions, notamment de CO2, par l'augmentation du trafic, en fait, ont le plus augmenté, à peu près 4% par an. Alors que dans d'autres secteurs, il y a des potentiels de décarbonation qui ont pu être déployés, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc c'est, je pense, la raison pour laquelle il y a une focalisation importante. Et puis par ailleurs, on n'a pas aujourd'hui de solution simple de décarbonation. Les gains d'efficacité qui sont là, qui sont spectaculaires pour le transport aérien. Ce qu'on appelle l'efficacité, c'est le fait qu'on des rend moteurs toujours le même... plus efficaces, des fuselages plus aérodynamiques. On rend toujours le même service, on vole toujours aussi loin, mais aussi on vite, consomme etc. moins de mais en consommant kérosène. moins. Ouais. Voilà. Et donc, il y a eu des gains, mais ils ont été contrebalancés par un coût plus abordable par ces gains, et donc une augmentation du nombre de kilomètres passagers qui ont été parcourus. Et c'est ça le défi principal, en fait, de l'aérien, c'est arriver à créer les conditions d'une décarbonation, pas simplement par l'efficacité, mais par des ruptures sur la forme des avions, sur les carburants utilisés. Et là, c'est vraiment quelque chose qui va être construit sur des années, des décennies de recherche, d'innovation, avec des investissements nécessaires aujourd'hui pour pouvoir assurer une décarbonation dans les décennies qui viennent. Alors là, ça, le coup est parti. Là, on voit que, par exemple, rien que pour la France, on a Emmanuel Macron qui vient d'annoncer des investissements de 8,5 milliards d'années jusqu'en 2027, si je ne me trompe pas. On voit ici qu'il y a des tas d'idées, des tas de choses qui sont en préparation. Donc, on voit qu'il y a une prise de conscience de la part du secteur. Peut-être, Maxime, tu veux... J'avais une question qui va suivre notre intervention, mais juste pour donner 2-3 chiffres, 2-3 perspectives sur ce que vous venez de dire. Depuis 1990, on a divisé par 2 les émissions de CO2
par passager kilomètre. Donc ça, c'est avant un peu qu'on commence à parler sérieusement du climat, en tout cas pour le grand public, hein, si je me permets. Et donc, on voit que l'industrie, c'est vraiment, de l'aviation, c'est quelque chose qui essaie toujours tourner vers l'innovation, pas forcément pour des raisons climatiques, mais au final, c'est quand même le résultat net. Aujourd'hui, à une époque où vraiment on s'est entièrement tourné vers cette décarbonation, il y a des enjeux globaux d'ici 2050, c'est des choses sur lesquelles on travaille, qu'on présente ici au Paris Air Lab. Ma question un peu plus simple, c'est déjà, là, sur les 2,5%, est-ce que ça prend en compte tout le cycle? Donc vraiment, est-ce que ce serait une life cycle analysis ou c'est vraiment juste les émissions dues à l'exploitation? Donc est-ce que la fabrication, le recyclage, ce sont des sujets sur lesquels on va pouvoir gagner ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas comptabilisé aujourd'hui? Alors, je pense que là, le chiffre... Je reprends parce que là, ouais, donc 2,5%, donc on estime que l'aéronautique produit 2,5% du total des émissions équivalent CO2. Oui. Hein, voilà. Et donc la question, c'est est-ce que ça comprend aussi le cycle de vie des appareils ou c'est juste ce que les appareils émettent dans l'atmosphère en volant? Alors, je pense, mais il faudrait le vérifier, que c'est uniquement basé sur ce que les appareils consomment lors de leur utilisation. Sur les analyses en cycle de vie, moi j'avais vu les chiffres publiés par Airbus, par exemple, qui estiment que sur un Airbus moyen vendu en 2021, je crois, hein, c'est le moment où c'est sorti, sur l'ensemble de l'analyse en cycle de vie, c'est-à-dire la production de l'avion lui-même, mais c'est marginal en fait. Ensuite, le raffinage, la transformation du kérosène, l'utilisation et la fin de vie, ça fait à peu près 850 000 tonnes de CO2 sur les 22 ans de durée de vie associés à la mise en service d'un seul avion. Et donc on voit bien là une illustration qui est importante, c'est celle des effets de verrouillage, c'est-à-dire plus en fait on tarde à avoir disponible des carburants à plus faible empreinte carbone ou de nouvelles formes d'avions, plus on va verrouiller sur ce cycle de vie des émissions importantes de gaz à effet de serre. Et à l'angle du climat, c'est un point important parce qu'en fait, on a une relation qui est vraiment étroite, linéaire, entre le cumul des émissions de CO2 et le niveau de réchauffement planétaire. Ça va être le premier facteur du réchauffement à venir. Et donc, les approches en cycle de vie, elles sont vraiment importantes, de sorte à réduire ce cumul d'émissions à venir ou viser des émissions nettes à zéro le plus rapidement possible. Alors, juste une deuxième question, là, tant que j'ai un peu votre attention. Ma question, c'est, on nous parle souvent du Gulf Stream, comme quoi, climatiquement, au moins pour l'hémisphère nord, pour l'Europe, pour la côte est des États-Unis, c'est quelque chose qui est, tel que je le comprends, important. Et d'un point de vue même plus égoïste, si je me permets de dire, pour l'aviation, aujourd'hui, le Gulf Stream, on s'en sert pour nos couloirs aériens. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'impact du réchauffement climatique, en fait, de la pollution peut-être, des activations des masses d'air sur le Gulf Stream, son évolution à court moyen terme? Il faut rappeler que ce Gulf Stream, donc c'est un courant gigantesque qui parle des États-Unis, pour le dire vite, et qui traverse tout l'océan Atlantique et qui arrive jusqu'en Europe et qui fait qu'on a un climat tempéré en France, donc pas trop chaud en hiver, pas trop chaud en été. Pas trop froid en hiver, pas trop chaud en été. Voilà, on n'a pas un climat continental où il fait très chaud l'été, très froid l'hiver. Ouais, alors il y a deux choses. Il y a le Gulf Stream lui-même qui est en fait un courant de surface de l'océan Atlantique, qui est une boucle de courant chaud qui est due à la rotation de la Terre, qui a existé, qui continuera à exister, et qui est essentiellement liée à la mise en mouvement des masses d'eau par à la fois les gradients de densité de l'eau de mer et les vents d'ouest. Donc, ce Gulf Stream, en fait, fait partie d'un grand tapis roulant océanique qui lui-même amène des eaux chaudes des tropiques vers l'Atlantique Nord, où elles plongent, et ensuite une grande boucle de retour. Donc cette grande boucle de retour, on s'attend à ce que dans un climat qui se réchauffe, elle se ralentisse. On ne peut pas exclure, mais probablement au-delà de ce siècle, en cas de très fort réchauffement, qu'il puisse même y avoir des ruptures. Ça reste très incertain. En fait, ça se ralentisse fortement, un point de bascule. Donc, dans l'évaluation actuelle de l'état des connaissances, c'est considéré comme associé à une incertitude forte. Et on sait que si jamais cela se produit, alors on peut le simuler, on peut le provoquer dans nos modèles de climat. Ça entraînerait très peu d'effets en fait sur l'évolution de la température planétaire, puisque ça ne fait que répartir la chaleur, en gros, de l'équateur vers les pôles. Ça entraînerait une accumulation plus forte de chaleur près de l'équateur et notamment une montée plus rapide du niveau de la mer du côté de la Floride. En Europe, ce serait plutôt un décalage des vents d'ouest, donc plutôt dans ce cas-là un assèchement supplémentaire. Et ça affecterait en fait la position des bandes de pluie tropicale, des bandes de mousson. Donc ça, c'est la partie océan. Mais il y a aussi le jet stream, qui lui est le courant atmosphérique, donc il y a un courant d'ouest qui est lié à la rotation de la Terre
et puis la configuration continent-océan qui va affecter ces méandres. On a pas mal d'incertitudes sur l'évolution de notamment les situations de blocage atmosphérique dans un climat qui se réchauffe, c'est-à-dire est-ce qu'on aura des moments de blocage par exemple autour de l'Europe qui en été vont favoriser de l'arrivée d'air d'Afrique associés à des événements particulièrement chauds et puis un décalage vers le nord du rail de vent d'ouest. Donc ça peut effectivement avoir des effets notamment sur les routes de navigation aérienne. Une des conséquences d'un climat qui se réchauffe, d'ailleurs, pourrait être une augmentation des situations de turbulence associées à ce courant d'ouest, ce jet stream atmosphérique, dans un climat plus chaud avec plus de mouvements de convection, en fait. Et ça, ce serait des turbulences sur tout le régime de vol? Donc on peut envisager de faire ça à haute altitude? Une augmentation de la probabilité, y compris à des altitudes relativement élevées. D'accord, donc ce ne serait pas que au décollage, que à l'atterrissage, ça pourrait être sur tout le monde. Oui. Et au décollage, il y a aussi un effet qui est intéressant dans un climat qui se réchauffe, c'est que des conditions extrêmement chaudes, donc là on l'a vu, hein, les mois derniers, on a eu plus de 40 degrés, plus de 50 degrés même par exemple au Proche-Orient. En fait, ça rend plus difficile le décollage des avions parce que ça joue sur la densité de l'air. Exactement. Voilà, donc ça fait partie des effets d'un climat qui se réchauffe qui sont importants à anticiper sur l'optimisation finalement du décollage ou des routes aériennes pour optimiser aussi l'impact climatique de la circulation aérienne. Donc l'aviation a tout à y gagner, à décarboner. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont pris le virage aussitôt. Je pense qu'en fait, les acteurs du secteur aérien sont aussi des êtres humains qui ont aussi un attachement aux caractéristiques de chaque région, aux conditions de vie, le sens citoyen, et je pense que c'est un aspect qui est extrêmement important. Sur le secteur aérien, il contribue par exemple à la gestion de crise en cas d'urgence, l'aide humanitaire, et donc il y a aussi un enjeu important à réfléchir notamment à l'aménagement des aéroports pour s'assurer à ce qu'ils puissent être opérationnels, notamment par exemple en cas d'inondation, les mettre en sûreté. On est dans un climat où on va avoir plus de pluie extrême, 7% de plus de vapeur d'eau par degré de réchauffement, donc une augmentation des événements de pluie extrême et ruissellement. Et donc dans ce cas-là, ça peut provoquer sur des plaines inondables des inondations locales. C'est important que les aéroports permettent d'apporter l'aide humanitaire d'urgence et puis qu'ils soient mis en sécurité par rapport aux conséquences de la montée du niveau de la mer et le risque d'inondation à marée haute ou de submersion. Donc je sais que ce travail commence à être fait, mais n'est pas fait partout, pas de manière systématique. Mélissa, est-ce que tu voudrais entrer dans la conversation? Oui, alors moi j'ai une petite question. Donc malgré les avancées en fait en matière d'innovation pour l'environnement dans le domaine aérien, on parle quand même de flight shame, donc c'est quand même encore largement décrié. Le flicsam, c'est-à-dire la honte de voler. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Et donc moi je me pose la question en tant que simple technicienne à mon niveau, est-ce que j'ai un avenir dans ce domaine, puisque mine de rien, je participe quand même indirectement à ces émissions, malgré mon opinion personnelle sur le sujet. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut quand même, en tant que technicien, avoir un avenir là-dedans? En fait, il y a différents modes d'utilisation du trafic aérien. Il y a des modes pour la défense, pour l'aérien. Il y a des modes pour l'humanitaire. Il y a des modes pour l'ouverture au monde. Mais il y a aussi, en fait, un mode, on va dire, de pratique de voyage de courte durée, systématique, pour des activités de tourisme, où on peut se poser vraiment la question de, par rapport aux émissions de gaz à effet de serre associées, quelle serait vraiment une pratique de tourisme plus soutenable? Et je pense que c'est sur ce volet-là que se porte la critique. Et donc, pour moi, en fait, la question, c'est que les acteurs du secteur aérien ont un rôle d'acteurs responsables, de communiquer en transparence l'empreinte environnementale, mais aussi les progrès qui sont accomplis, les barrières, les obstacles. Et quand on prend la question de ce que c'est, par exemple, une transition juste, c'est-à-dire on veut décarboner, comment le faire d'une manière juste? On peut la poser à tous les secteurs d'activité, bien sûr, avec ce qui est essentiel. Ça veut dire que l'effort, parce qu'il va y avoir que un les effort, gens perçoivent que l'effort qui est demandé est juste, perçu comme juste, pour ce secteur, pour les individus. Et il y a plusieurs particularités du transport aérien international qu'il faut bien connaître. Donc dans le monde, sur les vols d'un continent à l'autre, c'est que 2 à 4% de la population mondiale qui le fait. Et on estime qu'il y a à peu près 1% des personnes qui ont des déplacements systématiques en fait, par avion, qui représentent la moitié des déplacements aériens dans le monde. Donc on voit bien qu'il y a une disproportion entre ceux qui pèsent le plus individuellement, par leur mode de vie, on va dire, par rapport à l'ensemble de l'empreinte carbone à l'échelle planétaire. Et dans le monde, on a à peu près 10% des personnes, beaucoup dans les pays développés,
qui représente 40% des émissions de gaz à effet de serre, et la moitié de la population mondiale, souvent dans des contextes hautement vulnérables, avec un manque d'accès à des services de base, qui ne représente que 15% des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça pose la question de la responsabilité, de la justice climatique. Donc si on regarde l'empreinte carbone d'un Français, il y a beaucoup de Français qui prennent quasiment jamais l'avion, mais quand on regarde en moyenne, le premier facteur, ça va être les déplacements. Pour certains, ça va être des déplacements au quotidien sur des grandes distances en voiture. Pour d'autres, ça va être des déplacements, parfois de loisirs, fréquents en avion. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on le réduit et comment chacun fait sa part. Et il ne s'agit pas de passer de tout à rien demain, mais comment faire en sorte de réduire les émissions de gaz à effet de serre de plusieurs pourcents chaque année, d'augmenter le rythme. Et donc c'est ça que ça interroge. Ce n'est pas le secteur en tant que tel, mais c'est l'usage que l'on en fait et des formes de tourisme qui sont en fait pas durables, où les gens en fait vont aller d'une ville à l'autre, faire les mêmes choses, manger dans les mêmes restaurants quasiment, en fait, faire du shopping. Et on voit bien que ça pose pas mal de questions sur l'image que ça véhicule du style de vie très consommateur associé. Mélissa, si tu as envie de continuer. Oui, du coup, je me posais la question. Moi, en tant que simple technicienne dans un grand groupe, je voulais savoir quelles étaient les actions que je pouvais faire pour justement apporter un peu mon petit caillou à l'édifice, quoi. Alors, tu es technicienne dans une compagnie aérienne. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Aux équipements avioniques, pour être Aux exact. équipements avioniques. Donc là, en fait, il y a toute la question d'avoir des outils pour mesurer l'empreinte environnementale de l'activité au quotidien. Donc je ne sais pas ce qui est mis en place pour avoir, par exemple, un suivi des émissions de gaz à effet de serre sur les pratiques au quotidien, sur les choix de répartition budgétaire, l'information sur le cycle de vie de l'approvisionnement, les cahiers des charges, par exemple, sur les achats, valoriser les filières qui elles-mêmes recyclent davantage, ont une utilisation d'énergie la plus décarbonée possible, et donc dans le choix des pièces, dans l'augmentation de la durée de vie par les pratiques de maintenance, tout ce qui permet d'éviter de l'obsolescence programmée, de la réutilisation, l'augmentation de la durée de vie, puis après le recyclage en fin de vie. Tout ça, en fait, ça peut permettre de réduire l'empreinte carbone liée à ces pratiques-là. Donc du coup, juste dernière petite question. Mais vas-y, Mélissa, on est là pour ça. Si on met en place, selon vous, ce genre de pratique, on peut quand même aller vers une émission neutre pour l'aviation. Alors, on n'y est pas minimiser. pour l'instant. On n'y est pas. Il y a cet objectif pour Il y a cet 2050. objectif pour La chose à retenir, c'est 1 kg de jet fuel, c'est 3,16 kg de CO2 dans l'atmosphère. Le jet fuel, c'est le kérosène. Voilà. Et la moitié de ce qu'on met dans l'atmosphère, il reste chaque année. Il y en a une partie qui rentre dans l'océan qui l'acidifie. Donc ça, c'est une pression supplémentaire pour les écosystèmes marins. Il y en a à peu près un tiers qui est repris par la végétation et les sols, mais le reste s'accumule et s'accumule à ce qu'on avait mis les années d'avant. Donc tout ce qui permet de réduire l'utilisation de jet fuel, en fait, est utile même dans la maintenance, la performance après la maintenance, c'est vraiment important. Après, donc, ce que j'avais noté, c'est qu'il y a un potentiel d'électrification sur les petits avions de courte durée, mais qui sont en concurrence souvent avec d'autres moyens de transport, le train qui est assez performant, et on estime que ça concerne à peu près 12% des émissions du secteur aérien. Donc, par exemple, sur des liaisons sur des îles ou des choses comme ça, il y a certainement un potentiel à faire qui est faisable maintenant. Ce que j'avais aussi noté, c'est que donc, dans les efforts de R&D, c'est travailler sur d'autres types de carburants, donc des carburants d'aviation dits soutenables qui sont de l'utilisation de la biomasse. Et là, il y a vraiment un potentiel, mais des enjeux sur le réglage technique des avions, l'impact non CO2 de ces types de carburants, donc a besoin de plus de connaissances. Et puis, il y a les limites sur la biomasse résiduelle disponible pour que ça ne rentre pas en concurrence avec l'utilisation des terres pour produire de l'alimentation ou préserver les écosystèmes. Parce que les biocarburants, pour une bonne part, sont fabriqués avec ce qu'on appelle de la biomasse, c'est-à-dire par exemple des déchets végétaux, des déchets forestiers. On peut aujourd'hui fabriquer des carburants pour l'aviation à partir de ces déchets-là végétaux. Voilà. D'ailleurs, on les voit. Là, vous avez tout un stand là sur ces carburants durables, les CAD. Voilà, donc l'idée, je pense, c'est qu'il y a déjà des démonstrateurs. On commence à les faire tourner dans des avions. Il y a le besoin d'avoir le retour d'expérience, de voir l'efficacité, de voir le potentiel qui est possible d'introduire, les effets sur les émissions à la combustion. Donc ça, c'est vraiment un effort aujourd'hui d'expérimentation qui est à l'œuvre. Et puis après, donc, quel serait le type de carburant décarboné ? Est-ce que ce serait par exemple des fuels synthétiques qu'on produit avec de l'électricité bas carbone, en captant le CO2 atmosphérique et en utilisant de l'hydrogène produit bas carbone ?
Est-ce que ce serait d'autres, par exemple de l'hydrogène directement dans les avions? Parce que vous allez vite, là, mais voilà, une fois que... Parce Oui. que c'est formidable, ces carburants, ces biocarburants dont on a parlé, dont vous avez parlé, mais le problème, c'est qu'on n'a pas non plus des quantités illimitées de déchets forestiers et déchets végétaux, il faut trouver d'autres solutions. Et donc, il y a l'idée de ces électrocarburants. Oui. On récupérerait le CO2 de l'atmosphère, et à partir de ce CO2, on serait capable, avec pas mal d'électricité décarbonée, bien sûr, avec beaucoup d'énergie, donc on est capable, avec ce CO2 de l'atmosphère, de fabriquer des carburants. Alors théoriquement, Enfin, il y a ce potentiel. C'est pour l'avenir. Hein. Il y a ce potentiel théorique, mais à chaque fois, la question c'est la faisabilité, la capacité à changer d'échelle, le potentiel réel durable. Donc, par exemple, sur les résidus de biomasse, il y a une vraie question sur le potentiel disponible, mais aussi le coût. Aujourd'hui, c'est à peu près 3 fois plus cher. Et il y a un manque de bioraffinerie qui soit disponible. Les et donc, biocarburants, c'est 3 fois plus cher. Aujourd'hui, Oui, oui, à absolument. peu près. Et donc, il y a vraiment cette question de trouver le modèle économique. Et les bioraffineries, c'est en train d'exploser. C'est Là. ça. Enfin, il y en a une nouvelle, il y en a 2 qui vont arriver en France. Donc c'est l'étape de passer d'un prototype à une échelle, on va dire, semi-industrielle pour augmenter la proportion introduite. Et après, donc, sur les autres, les carburants synthétiques ou bien l'hydrogène, là, la question, elle est autre. Elle est quel sera le potentiel d'électricité décarbonée disponible? Quel sera le besoin en eau, puisque l'électrolyse de l'eau demande de l'eau? Et donc, comment intégrer le besoin de carburant, donc e-fuel ou hydrogène, pour le secteur aérien dans les autres enjeux, décarboner le chauffage, décarboner l'industrie, décarboner les transports terrestres, le transport maritime. Et là, on voit vraiment qu'on est dans des enjeux qui dépassent le seul secteur aérien, mais le besoin d'avoir des visions, en fait, d'électricité bas carbone disponible. Et je pense que ce qui risque de s'imposer dans le monde, c'est les filières les plus efficaces, finalement, qui en feront une utilisation à moindre coût, seront les mieux préparés par rapport à la meilleure utilisation possible de l'électricité bas carbone. Il y a des choix à faire et il y a des femmes et des hommes politiques qui sont là pour les faire, c'est ça? Qu'est-ce que vous attendez, Lou? Alors, il y a en fait des enjeux d'abord de recherche, de développement, d'avoir des éléments factuels qui puissent éclairer avec des scénarios crédibles et les hypothèses sous-jacentes, ce qui sera faisable. Et donc moi, je n'ai pas les informations aujourd'hui, par exemple, de la stratégie française énergie et climat, qui est en cours d'élaboration, et la manière dont se construit une vision de la part de production d'énergie, l'utilisation de biomasse, qui sera mobilisable dans les décennies à venir pour le secteur aérien. C'est pour quand ça C'est en cours d'élaboration Oui, cette année. Qu'est-ce qu'elle sera, à votre Voilà. avis? Et la seule chose que le Haut Conseil pour le climat dit, qui est l'organisme dont je fais partie, chargé d'évaluer les politiques de la France pour le climat et de faire des recommandations, la seule chose qu'on dit, nous, c'est intégrer le transport international dans l'objectif de neutralité climat de la France, le rentrer, et donc l'intégrer, l'anticiper et évaluer les besoins qui seront associés et la manière de gérer au mieux cette production nécessaire de carburants décarbonés, le potentiel, la faisabilité et les coûts dans cette vision stratégique. Il faut voir ça au niveau... Enfin, il faut avoir une vision mondiale. Intégrer. Même non, sur les systèmes énergétiques, c'est pas seulement mondial, c'est aussi dans les différents territoires, notamment là où on a, par exemple, des aéroports, quelle sera la capacité de production et alternative aux énergies fossiles. Alors, j'ai 2 questions à ma droite, mais peut-être que si vous avez envie de discuter directement avec Valérie Masson-Delmotte, hein, il suffit que vous me l'indiquiez, vous levez votre main, je viens à vous, je vous passe le micro, et puis vous pouvez papoter directement. Bah oui, bien sûr. Bonjour. Moi, j'ai une question qui concerne la justice de transition dont vous aviez parlé tout à l'heure. On sait qu'on va devoir réduire drastiquement les émissions du secteur aérien. Et aujourd'hui, je me demande, quand on travaille tous dans l'innovation à faire des moteurs et des avions qui polluent beaucoup moins et qui vont émettre, par exemple, 2 fois moins de carbone demain, si on produit 4 fois plus d'avions, bah, finalement, les efforts qu'on fait, ils ne servent pas à grand-chose. Donc comment on fait pour expliquer aujourd'hui aux gens qui ont les moyens qu'ils doivent prendre beaucoup moins l'avion que ce qu'ils font aujourd'hui? Comment on fait pour les responsabiliser et leur expliquer? Alors, pardon, juste une dernière chose, quand vous dites ça sert un peu à rien, c'est pas vrai. Parce que si ça x4 et qu'on a divisé par 2, on a quand même un gain de x2. D'accord? Donc, faut pas non plus décrier. C'est quand même des progrès monumentaux qui sont faits, qui ont été faits, qui continuent à être faits. C'est un peu du manque à gagner à l'envers, hein, c'est du manque à perdre. Donc, je suis d'accord qu'en absolu, ça augmente. Et donc, évidemment, ça va contribuer au réchauffement. Mais on ne peut pas dénigrer le travail qui est fait
parce que c'est quand même monumental. Après, je vais laisser madame répondre, mais l'intérêt, c'est l'aviation aujourd'hui ne peut pas tout faire. Donc c'est ce qu'on a dit. On a beau faire des progrès énormes, les lois de la physique sont telles qu'elles sont. Les avions, c'est lourd, c'est gros, ça vole vite. On oublie rapidement, mais un avion, c'est 900 km/h. Aujourd'hui, on a 320. En ordre de grandeur, ça consomme 6 litres au 100 par passager pour aller à 900 km/h. D'accord ? Je pense qu'ici, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des voitures qui consomment plus que ça. Donc, responsabiliser l'aviation, je suis absolument d'accord. C'est le cas. On est souvent décrié, mais on est force d'innovation, force de proposition. Après, j'arrête de parler de l'aviation et de mon niveau, mais notre objectif, c'est de proposer un service carbone neutre d'abord, zéro émission ensuite. À l'échelle 2050, zéro émission, c'est pas encore réaliste. Ce que les politiques, les marchés économiques et les consommateurs décident de faire après, c'est notre problème à tous, nous compris, mais c'est pas non plus la seule faute de l'aviation. Oui. Ouais, Alors, on va entendre Valérie Masson-Delmotte là-dessus, parce que la question était très claire. Hein. Oui. On divise par 2, mais on a plus d'avions, alors comment on fait? Oui, donc en fait, c'est tiré par la demande, c'est très clair. Et la mise sur le marché de nouveaux appareils qui répondent à la demande, notamment de pays émergents. Donc la question de fond, elle est la suivante. Si le secteur aérien, qui n'est pas encadré dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, puisque c'est international, à la différence de l'aviation domestique qui relève des politiques territoriales, on va dire, de chaque pays, si les émissions de ce secteur-là continuent à augmenter et qu'on veut limiter le réchauffement global, où doit se faire l'effort? Est-ce que c'est au transport terrestre? Est-ce que c'est à l'industrie? Est-ce que c'est au bâtiment? Est-ce que c'est les ménages? Est-ce que c'est les ménages qui ne prennent pas l'avion, qui doivent réduire davantage leurs émissions pour contrebalancer cela? Et donc on voit qu'on est sur des questions de fond, en fait, du juste partage de l'effort. Par ailleurs, donc votre question, elle était aussi intéressante sur l'information que l'on donne aux usagers. Et donc dans mon propre travail de recherche scientifique, nous, on comporte une part de logistique internationale sur des campagnes de terrain, par exemple, des campagnes aéroportées, océanographiques ou polaires, des colloques internationaux. Donc nous, ce qu'on fait dans notre propre domaine, avec une initiative qui s'appelle Labo 1.5, c'est d'avoir des outils pour mesurer notre empreinte carbone, voir la part des achats courants de la vie de laboratoire, voir la part de la mobilité internationale, voir la part des infrastructures pour la recherche, et ensuite délibérer entre nous, avec cette question, par exemple, que les plus jeunes scientifiques ont besoin de s'ouvrir au monde et voyager, mais l'idéal, c'est voyager sur des périodes plus longues, pas simplement un colloque de 2 jours, mais aller visiter des laboratoires sur une période plus longue pour tirer le meilleur parti des émissions de gaz à effet de serre qui auront été associées à un seul déplacement, par exemple. Et certains ne veulent plus voyager en avion. Dans les plus jeunes scientifiques, c'est aussi présent. Et donc, ça restreint aussi la possibilité. Donc, comment on peut faire, par exemple, des colloques internationaux? On a un hub dans une région donnée, un hub dans une autre région, pour pouvoir échanger en étant regroupés, mais par un colloque aux États-Unis, Voilà. Un colloque en Europe, et puis on discute la visio entre les deux. D'accord. Donc, il y a des choses comme ça qui se discutent, mais lorsque je me déplace, moi, et que je n'ai pas d'alternative à l'avion pour des réunions internationales, ce que j'observe, c'est que l'information n'est pas fournie de manière évidente à l'utilisateur pour trouver précisément sur l'avion précis de la compagnie précise et un trajet précis une information fiable sur les émissions de gaz à effet de serre. Franchement, il faut aller chercher tout en bas du site internet ou du billet pour avoir le chiffrage CO2. Donc on voit bien que c'est quand même relativement masqué. Ce serait mieux que ce soit plus accessible et plus clair, et renforcer d'ailleurs la mise en concurrence des différentes compagnies aériennes sur les flottes plus performantes, parce qu'il y a quasiment un facteur 2 entre un avion qui a 20 ans et un avion plus récent sur les émissions par passager. Voilà. Et la dernière chose, vous avez utilisé le mot neutre en carbone. Donc, en fait, il y a eu dans le secteur aérien le recours à un schéma qui s'appelle CORSIA, qui vise justement à soit contrebalancer théoriquement des émissions par l'achat de crédits carbone, notamment pour des actions liées à l'utilisation des terres. Et là, il y a un vrai point de vigilance, parce qu'on n'a aucune certitude que les actions mises en place puissent réellement éliminer du CO2 et le stocker à long terme. On a bien vu avec les incendies de forêt qu'on n'a pas de stockage pérenne garanti. Donc là, il y a un vrai enjeu de crédibilité. C'est-à-dire le fait qu'on compense, on peut compenser voilà, on achète le fait à 3 tonnes le CO2 un crédit carbone le moins cher possible, qui va vous vendre l'idée qu'on va préserver, planter des arbres quelque part. Voilà, alors en fait, il y a un vrai enjeu parce que la certification n'est pas à la hauteur. Je pense qu'en argument marketing, ça marche très bien. Tout le monde aime bien les arbres, mais concrètement, ça ne fonctionne pas bien.
Il y a des abus, il y a des certifications qui sont insincères. Donc, ce qu'on voit également monter, c'est la possibilité de contribuer à l'utilisation de carburants durables, mais avec un tarif qui est beaucoup plus élevé par billet. Et je ne sais pas en fait quelle est l'adhésion des clients par rapport à cette alternative qui elle-même peut être plus mesurable peut-être en termes d'émissions évitées. Et après, la dernière chose, c'est sur l'aviation qui soit vraiment zéro carbone. On a encore un besoin de recherche et de développement sur l'impact non CO2 des carburants alternatifs. Donc si vous utilisez de la biomasse, que vous déplacez de l'utilisation des terres, on a un effet important, local et global. Sur l'utilisation même d'hydrogène qui va mettre plus de vapeur d'eau dans la haute atmosphère mais moins de particules, quel sera l'effet sur les traînées de condensation? Et j'ai des collègues à l'Institut Pierre-Simon Laplace qui travaillent avec les acteurs de l'aviation civile pour construire ces connaissances-là qui sont nécessaires pour pouvoir faire les meilleurs choix possibles, sachant qu'à long terme, la priorité, c'est enlever le CO2, mais à court terme, enlever l'effet réchauffant des traînées d'avion, c'est aussi un point important. Alors du coup, je vas-y, rebondis là-dessus, Thomas. parce que vous parlez du coup essentiellement de de décarboner l'aéronautique, de justement réduire toutes ces émissions de gaz à effet de serre, de réduire éventuellement, enfin c'est même pas éventuellement, c'est une certitude si on veut y arriver, de réduire tout ce qui autres émissions, par exemple les traînées des avions, etc. Mais concrètement, quels sont les freins majeurs pour cette décarbonisation, quels sont concrètement, pourquoi on n'arrive pas à réellement décarboner l'aéronautique? Est-ce que c'est une question de temps? Parce qu'on parle des nouvelles énergies, monsieur nous a parlé tout à l'heure de justement cette augmentation de la production des avions, et on sera de plus en plus encore sur Terre, on va être de plus en plus à prendre l'avion. Je pense que le premier frein, c'est qu'en fait, comme dans tous les autres secteurs, quand vous émettez du CO2 dans l'atmosphère, vous ne payez pas le coût réel de ce CO2 que vous avez mis dans l'atmosphère qui va changer le climat, qui va entraîner des pertes et des dommages. Et des effets indésirables à court, moyen et long terme, ne serait-ce que, 1 kg de CO2, c'est 15 kg de glace de glacier perdu, 1 tonne de CO2, c'est 1 mètre carré de banquise perdu à la fin de l'été en Arctique. En fait, vous ne payez pas pour ces effets en cascade. Donc, comme les carburants fossiles, notamment pour le secteur aérien, ne sont pas taxés, ça fausse la concurrence, en particulier, par rapport aux coûts d'alternatives qui, elles, n'ont pas cette empreinte sur le climat. Donc il y a un enjeu, je pense, important que ce secteur, comme les autres, peut-être ait une fiscalité à hauteur de son impact environnemental. Et ensuite, il y a un autre enjeu qui est sur donc les carburants alternatifs dits soutenables. Il y a des normes de sûreté qui doivent s'imposer. Il y a les capacités de production qui ne sont pas là. On en a parlé tout à l'heure. Ensuite, sur l'hydrogène qui est plus volumineux par unité d'énergie produite, il pose vraiment la question de la forme des avions qui doit être pensée pour transporter de l'hydrogène, et ce ne sera pas la même forme des avions qu'aujourd'hui. Donc là, il y a vraiment tout cet effort de conception, de tests, de réflexion, et de compromis entre les effets CO2 et non CO2 à intégrer dans la conception. Et donc là, l'échelle de temps, c'est au moins, je pense, la quinzaine d'années. Enfin, je me tourne vers vous, mais... 15 ans, c'est le temps que ça nous prend pour faire une génération d'avions en aéronautique. Donc là, il y en a une qui est sortie entre 2015 et 2020, donc les A320 Neo, A321, A330, A350, la même chose chez nos confrères américains. La prochaine génération d'avions, elle va être très innovante. Là, on est vraiment à l'aube de rupture technologique. C'est fini les époques où on gagnait 1 ou 2% par-ci, par-là. Aujourd'hui, on a gagné en capacité de calcul, capacité de modélisation, à travers les travaux de nos industriels, des instituts de recherche. Je vais donner un exemple parce qu'il est présenté ici, le moteur RISE de Safran, qui est l'évolution ultime des moteurs. RISE, R-I-S-E. RISE, ouais. Voilà, monté en c'est anglais, le turbofan de la salle. C'est l'évolution finale des moteurs à biflux qu'on utilise depuis maintenant 50 ans en aviation. Et ben, ce moteur-là, c'est 20% d'émissions, de consommation de carburant en moins, quasiment du jour au lendemain. À partir du moment où il est installé, il est commercialisé, ce qu'il sera échéance 2030, peut-être 35. Là, on fait des gains. Nous, notre philosophie, je parle là-dessus, je me permets de parler pour l'aéronautique d'un point de vue général. L'avantage, c'est le meilleur carburant, c'est celui qu'on ne brûle pas. Donc on va chercher justement à faire ces améliorations. Le problème, c'est que notamment pour le zéro émission, ce ne sera pas prêt en 2035. On sait qu'il nous faut des solutions transitoires, dont les carburants durables, les carburants décarbonés, puisque les lois de la physique, on travaille avec, on les comprend bien, on ne peut pas tout faire encore. Et donc oui, on aura des gains d'une trentaine de pourcents,
minimum, on l'espère, d'ici 2035. Il faut savoir que déjà, la dernière génération d'avions dont je parlais, celle de 2015-2020, c'est 15% moins par rapport à juste la génération d'avant. Enfin, on fait quand même des gros sauts en avant. Vous parlez de nouvelles formes d'avions, ça arrive. On en présente ici une, l'aile volante d'Airbus, donc ça fait souvent sourire parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Aujourd'hui, on est capable de travailler dessus. Airbus est en train de tester une 60aine de configurations. Et l'intérêt, c'est exactement ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, on a la connaissance de tous nos problèmes. On sait que le stockage de l'hydrogène, dans les configurations d'avions actuelles, c'est compliqué. On n'aura que du court, potentiellement moyen courrier à échéance 2050. Et donc, il nous faut de l'aide en attendant, des solutions transitoires. Mais oui, les avions risquent de changer et vont changer fortement d'ici à une quarantaine d'années. Ils sont en train de changer fortement. Est-ce qu'on peut prendre une dernière question Juste une dernière remarque sur les freins. Les freins, c'est aussi en fait la disponibilité d'électricité bas carbone. Donc dans le monde, la priorité, en fait, c'est sortir du charbon pour la production d'électricité, monter en puissance sur toutes les alternatives, parce que si on fait des carburants avec l'électricité faite avec du charbon, aucun intérêt en fait. Et donc là, ce qu'on voit par exemple en France, c'est il y a cet enjeu à avoir une vision d'ensemble sur la capacité de production suffisante d'électricité bas carbone, donc la ligne de base nucléaire, mais les nouveaux réacteurs, c'est horizon 2035, voire plus. Et donc, entre les deux, il y a aussi le besoin de monter en puissance très vite sur notamment le photovoltaïque et l'éolien, où là, si on a des capacités de surproduction, on peut produire de l'hydrogène sur de l'électrolyseur à vraiment un coût qui est abordable, même si avec de l'eau, on produit de l'hydrogène à partir d'eau. Et d'électricité dans ce cas-là. Et là, ça n'est vraiment intéressant que dans cette situation de surproduction, compte tenu des faibles rendements, c'est à peu près 30% sur la production d'hydrogène. L'électricité aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant de le mettre dans une batterie pour une voiture que de produire de l'hydrogène. Voilà, et donc ça va aussi avec une vision d'ensemble de système énergétique qui va permettre la décarbonation des autres secteurs. Voilà. Alors je vais prendre une dernière question, peut-être d'Apolline. Oui, j'avais une question pour le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passerait si on baissait fortement les émissions de gaz à effet de serre ? Alors on imagine du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passe ? Comment fonctionne le système climatique si d'un seul coup on arrête les gaz à effet de serre ? Alors la première chose, c'est qu'il faut savoir que ça a déjà été le cas dans certains pays. Et en France, on émettait beaucoup plus de CO2 par personne dans les années 70. On faisait l'électricité avec du charbon, on avait du simple vitrage, des voitures qui faisaient 15 litres au 100. Et donc la France, elle fait partie d'une vingtaine de pays dans le monde où il y a depuis plusieurs décennies une baisse nette des émissions de gaz à effet de serre. Donc l'enjeu, c'est que ce soit à l'échelle mondiale. Si on y arrive à l'échelle mondiale, ce qu'on aura en fait, c'est en quelques années l'effet visible sur la composition de l'atmosphère. C'est-à-dire on verrait leur augmentation qui se ralentit assez rapidement. Et comme en plus, quand on brûle des énergies fossiles, on met un tas de polluants dans l'atmosphère, on améliorerait vite la qualité de l'air. Parce que ces polluants, si on arrête de les émettre, très vite leur niveau baisse. Donc là, ce sera un gain pour la santé publique formidable. Et ensuite, en termes de niveau de réchauffement planétaire, comme il y a une variabilité naturelle d'une année à l'autre, cet effet-là de baisse des émissions, on le verrait en une vingtaine d'années. C'est-à-dire, je ne sais pas quel âge tu as. 14 ans. 14 ans, donc si dans le monde on changeait d'échelle largement au-delà de ce qui est sur la table aujourd'hui pour engager une baisse franche, quand tu aurais une quarantaine d'années, on aurait réussi à stabiliser le réchauffement. Mais là, il faudrait que ça bouge de tous les côtés, pas seulement dans les pays les plus avancés, mais aussi en favorisant le transfert de technologies, l'accès aux technologies propres, pour que dans les pays en développement où il y a un besoin de services de base et notamment d'énergie, cet accès puisse être fait par les technologies les plus performantes le plus rapidement possible. Alors on a un petit réveil matin qui est en train de s'allumer au-dessus de nos têtes, il fait... Ça veut dire qu'on va s'arrêter. Mais avant de vous remercier, Valérie Masson-Delmotte, pour votre présence, je voudrais vous dire un petit mot. C'est qu'on vient de passer une semaine extrêmement intense, passionnante, avec plein de rencontres ici dans ces espaces d'exposition et ici même sur ce plateau. Grâce au Paris Air Lab, il y avait ici des gens de Airbus, de Boeing, de Safran, de Rolls-Royce, de GE, de Thales, d'Air France, du groupe ADP, de la NASA, qui sont tous venus. On avait la patrouille de France qui est venue. On a Valérie Masson-Delmotte qui est venue également. Donc une semaine extrêmement dense et passionnante. Et tout ça, ça a été possible grâce à un collectif qui s'est mis ensemble. Alors il y avait toutes les équipes de Hopscotch, bien sûr. Il y avait Ariane qui est juste là. Derrière moi, il y a Sabine. Ah non, elle est juste là, Sabine, elle est là. Adrien, Emeline, Capucine, Clara, Léa, Geneviève, Carla. Tout le monde, voilà, tous ces gens de chez Hopscotch. Toute la régie technique, bah oui, on peut les applaudir, bien sûr.
La régie technique, qui sont juste derrière moi, c'est Vincent, Lucas, Jules, Jonathan. Quelques applaudissements pour eux, merci beaucoup. Et puis, on voudrait remercier Gilles Fournier, le DG du Salon, Corinne Ligné, Baptiste Voilequin du GIFAS, qui ont œuvré, qui étaient là, qui étaient les têtes pensantes, je dirais, et manœuvrantes de tout ce travail. Et puis surtout, Anne Bondiou, c'est elle qui a conçu, c'est elle qui a créé cet espace et ce programme. Anne Bondiou, merci à tous. Merci. Voilà, je dis ça parce qu'on a terminé tous nos moments de table ronde. Je voudrais qu'on termine en remerciant Valérie Masson-Delmotte. Après la table ronde continue, n'est-ce pas? Parce qu'on a tellement de choses à se dire, on aurait pu continuer encore. On a compris que voilà, on est face à des échéances extrêmement fortes, extrêmement puissantes et préoccupantes. On a besoin d'innovation, on a besoin d'action, on a besoin de scientifiques, on a besoin que les politiques nous donnent aussi un cadre réglementaire, s'il vous plaît, qu'on soit tous logés à la même enseigne. Merci infiniment à tous les 4 aussi qui avaient été avec nous et Madame Masson-Delmotte. Merci à vous tous d'avoir été si présents et on se retrouve dans 2 ans. Merci. Bon après-midi, au revoir.